Monsieur le ministre responsable des institutions démocratiques et de la participation citoyenne présente le projet de loi numéro 60. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce projet de loi numéro 60 a pour objet d'instituer une charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l'État, ainsi que d'égalité entre les femmes et les hommes, et encadrant les demandes d'accommodement. Le projet de loi a aussi pour objet de préciser dans la Charte des droits... Le ministre Bernard Drinville, lorsqu'il a présenté son projet de loi ce matin à l'Assemblée nationale, nous allons en discuter, en débattre, voir si les changements apportés font l'affaire de nos invités ce matin et surtout avec vous, 670-9071, je vous rappelle, participez à notre discussion. Salutations à nos invités. D'abord, devant moi, Khadija Saïd, une citoyenne de Québec. Bonjour, Madame Saïd. Bonjour. Au bout du fil, Frédéric Bérard est co-rédacteur du Manifeste pour un Québec inclusif et chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Bonjour, M. Bérard. Bonjour. Et Jamila Benhabib, écrivaine, membre des Jeannettes. J'ai senti que vous avez souri quand j'ai dit ça tout à l'heure, Mme Benhabib. Et vous le faites encore. Bonjour, Mme Benhabib. D'abord, et je sais que vous devrez nous quitter dans une dizaine de minutes, là, est-ce que les modifications qui ont été apportées sur le texte original dont on avait déjà parlé ensemble d'ailleurs, est-ce que c'est est-ce qu'on a dilué ce qui était à l'origine dans la première mouture? Non, absolument pas. On n'a certainement pas dilué. On a réaffirmé les engagements. Donc le gouvernement est fidèle à sa proposition, mais en même temps, il y avait certaines incohérences qui existaient dans la proposition et qui maintenant ont été levées. Donc c'est un projet de loi qui est beaucoup plus cohérent que l'avant-propos que nous avions débattu il y a quelques semaines. Sur les délais, avant il y avait une période je me souviens plus de l'appellation directe qu'on avait. Il y avait une période de 5 ans qui était possible d'obtenir pour certains secteurs, entre autres on pense à l'éducation, au secteur de la santé. Là, ça semble un petit peu plus complexe, en tout cas plus structuré ou plus encadré. Est-ce que là-dessus, vous n'êtes pas un petit peu surprise devant ce qui avait déjà été dit à ce sujet-là? Oui, en fait, c'était une possibilité de retrait, c'est comme ça qu'on l'appelait, et ça instituait des différentes vitesses de laïcité à travers tout le territoire québécois. Donc, il n'y avait pas d'uniformisation commune, à savoir dans la compréhension du concept de la laïcité et de son application. Or là, aujourd'hui, il y a une volonté, d'asseoir les mêmes valeurs, les mêmes principes d'une même façon. Donc c'est ce que j'appelle une incohérence qui a été levée. Donc le projet a gagné, si vous voulez, en clarté et en précision. Donc il n'y aura plus ce type d'échappatoire. Maintenant, en effet, il existe au Québec une certaine complexité qui n'existe pas ailleurs. Par exemple, dans des pays comme la France, la Belgique, la Suisse, je me réfère en particulier aux hôpitaux confessionnels. Nous avons des hôpitaux juifs qui n'existent pas dans différents pays et ça prend une attention particulière. Donc, il va falloir imaginer des solutions créatives à cet effet pour en même temps respecter donc ces hôpitaux-là, ces hôpitaux qui ont de toute façon une mission confessionnelle, mais aussi la volonté collective du peuple québécois de séparer le pouvoir politique et le pouvoir religieux, avec bien entendu tout ce que ça implique en matière de laïcité, d'égalité entre les femmes et les hommes, de respect aussi de la diversité et de la liberté de conscience. Donc il y a, si vous voulez, un exercice d'équilibre à faire et j'estime que le gouvernement l'a bien mené jusqu'à maintenant. Jamila Benhabib, un dernier point. On a dit qu'on veut que le Québec soit vu comme une démocratie accueillante. Or, dans le volet là où on parle de la période d'adaptation, on dit que les nouveaux employés de l'État devront se soumettre dès maintenant à la charte. Est-ce qu'il n'y a pas là un double discours?
Non, il n'y a pas là un double discours, il y a certainement une clarté. Le nouvel employé, il sait à quoi s'attendre, donc il connaît ses devoirs, il connaît ses droits, tout ça, j'imagine que ça va être régi par un code de l'éthique, avec l'employeur donc qui va être mis à contribution également. Donc c'est ce qu'on appelle le pacte social qui est de ce fait, je dois dire, clarifié. On gagne en clarté, donc c'est l'exercice citoyen pour la réussite du vivre ensemble, et avec une période d'1 an de transition, c'est-à-dire qu'on va ouvrir la porte au dialogue, à la discussion avec les employés qui portent des signes religieux ostentatoires. Mais la période d'1 an ne s'applique pas au nouvel employé. On dit que dès que la loi est adoptée, tout nouvel employé qui voudrait être embauché par les organismes du gouvernement ne peut porter de signes religieux ostentatoires. Pour lui, c'est non maintenant. Pour les autres, il y a la période d'1 an. Oui, mais du moment que le gouvernement a donné une direction particulière donc aux institutions publiques, il a ce mandat d'exiger des employés qui se conforment à ça. Alors maintenant, on va voir, je veux dire, est-ce que ça va être une loi, est-ce que ensuite la traduction de la loi en règlement, bon, je vous passe tout le processus administratif par lequel ça va passer, mais j'estime non qu'il n'y a aucune discrimination là, en tout cas, j'en vois aucune. Hein. Djemila Benhabib, merci beaucoup de votre participation ce midi à Québec 1230. On avait promis de vous libérer pour 12h45, 12h50. Merci on est dans les temps. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir. Frédéric Bérard, co-rédacteur du Manifeste pour un Québec inclusif. Est-ce que vous vous attendiez à des assouplissements plus marqués dans le texte qui a été présenté ce matin? Ben, en fait, c'est un peu difficile, hein, parce que j'ai l'impression que ça se fait un peu à l'improviste, tout ça, avec les consultations populaires par courriel, qui est le nouveau style de démocratie prisé par le gouvernement, notamment le ministre Drainville. Donc, j'avais de la difficulté à prédire ce qui allait se faire. Cela dit, au-delà des détails, au-delà de la logistique et des mesures de transition et autres, je pense que faut pas oublier le fond de cette affaire-là. Et je dirais qu'il y a 2 choses principalement qui dérangent. La première, c'est qu'à mon sens, il s'agit clairement d'une charte qui a été instaurée ou qui sera instaurée par pur électoralisme. On a des paramètres, des paradigmes purement démagogiques qui sont créés là-dedans. On a pu comprendre au fil des entrevues que la crainte principale du gouvernement du Parti québécois, c'est ce qu'on pourrait appeler l'islam. Ce qu'on vise ici, là, c'est clairement les musulmanes, les femmes voilées, au motif que, bon, le voile violerait l'égalité homme-femme et tout ça. Je trouve que c'est drôlement dangereux en démocratie d'agir de manière purement électoraliste de cette façon-là, surtout que, et c'est mon deuxième point, on discute peu ou pas de la légalité de cette charte-là. Le ministre Drainville a reçu des avis qui, de ce que j'ai compris, étaient clairement à l'effet que la charte en question allait contre les autres, en fait, contre les chartes des droits et libertés. Il a refusé de transmettre ces avis-là, sauf celui d'Henri Brun qui était moyennement favorable. Pour le reste, évidemment, silence radio. Et il faut pas oublier que les chartes des droits, là, c'est pas de la plasticine. On n'en fait pas ce qu'on veut quand on le veut. Et je pense que si il est clair ici que la liberté de religion est violée, que le droit à l'égalité est violé, je crois que le gouvernement du Parti québécois devrait respecter un minimum en ce qui a trait à la primauté du droit, peut-être demander un renvoi à la Cour d'appel du Québec pour qu'elle décide de la légalité de son projet de loi, comme ça c'est déjà fait au fédéral, pour savoir si oui ou non on viole les chartes des droits. Et si tel est le cas, eh bien là, quel est le courage d'employer la clause de non-obstant et de dire, ben voilà, on viole vos droits, mais voici, on a décidé d'aller de l'avant, plutôt que de jouer sur une espèce de double discours et de casser du sucre sur le dos des musulmans. On n'en est pas encore là, mais effectivement, ce sera intéressant de voir jusqu'où ça peut aller. Avec nous, justement, et je suis bien content qu'elle ait accepté notre invitation, Khadija Saïd est une citoyenne de Québec, et j'arrête là le point. Bonjour, Mme Saïd. Bonjour, M. le Président. Parce que quand on reçoit des invités à notre émission, souvent, bon, ils sont là pour représenter tel ou tel groupe. Vous ne représentez aucun groupe. Non, je suis une citoyenne engagée. Je représente ma petite personne.
Marocaine d'origine? Marocaine d'origine. Confession musulmane? Et québécoise dans l'âme et française de cœur. Et vous travaillez dans la fonction publique? Tout à fait. Est-ce que vous vous sentez menacé dans ce qu'on retrouve dans le projet de loi 60? Moi, ma vision par rapport au projet de loi numéro 60, c'est dangereux. Donc, moi, je respecte la neutralité, tout ça, et réaffirmer l'égalité en femmes, c'est parfait, mais cibler les ports de signes ostentatoires, c'est très dangereux. Faire aussi le pareil avec la charte de la langue française et présenter le projet de loi 60 comme la continuité de la Révolution tranquille, c'est aussi dangereux. On va se rappeler, tout le monde va se rappeler que dans les années 70, quand on voulait défendre la charte de la langue française, donc on a été à la rescousse de la Commission des droits de la personne pour dire, écoutez, nous avons besoin de votre appui. Aujourd'hui, elle est sortie avec un avis défavorable pour dire, écoutez, ça viole les droits prioritaires. Ça, c'est mes premiers points. Le deuxième point, c'est la période d'adaptation d'un an. Donc, les nouveaux embauchés ne vont pas être assujettis à ça. Il est où l'égalité de droit dans une société de droit et de démocratie? Donc, ça me dérange beaucoup. J'aimerais, je ne sais pas si vous pouvez vous substituer à des amis, à de la famille que vous avez au Maroc. Bon, je spécifie que vous ne portez pas le voile, mais le signal que ça envoie, j'ai posé la question tantôt à Mme Benhabib, est-ce que ça envoie le signal d'inclusion quand on dit, dès votre arrivée au Québec, vous ne pourrez pas travailler dans la fonction publique si vous portez votre voile? Est-ce que ça peut avoir ce signal-là? Ben oui, ça peut avoir ce signe-là. Il faut dire aussi que les personnes qui arrivent ici avec un signe ostentatoire, qu'on appelle ostentatoire, c'est leur libre choix d'abord, c'est que ils veulent travailler dans la fonction publique, et j'en connais plusieurs, pour rendre à la société qui leur a accueillis, qu'ils ont choisi, ce qu'elle a donné, donc le fait de les être accueillis. Donc se voir, exclus de la fonction publique du fait d'un code vestimentaire, ça n'a aucun bon sens. Et dire que la personne, elle n'est pas neutre, non, la personne, elle est neutre. Donc du moment qu'elle affiche pas ses couleurs politiques, donc là aussi j'ai un autre argument par rapport à couleurs politiques. Moi je dis, quand les directeurs des cabinets de Mme Marois ou de n'importe quel ministre, premier ministre, quand il finit son mandat et intègre la fonction publique, il est dans la haute fonction publique, on connaît très bien ses couleurs politiques. Donc malheureusement, est-ce que la charte va s'appliquer à eux? J'ai posé la question à M. Bernard Draville, il n'avait pas de question pour moi. Pour moi, je leur fais totalement confiance parce qu'ils vont faire leur travail avec professionnalisme. Mais... Leur couleur politique ne vient pas teinter ce que vous dites, leurs compétences professionnelles. Non, tout à fait. Alors vous dites la couleur religieuse ne devrait pas affecter parce que la personne ne va pas ouvrir son Torah ou son évangile pour répondre aux instructions de travail. Il va prendre les instructions de travail pour répondre à ses services. Entrez dans cette discussion 670-9071. Que pensez-vous de la charte? Il y a par courriel Marianne Mongrain qui nous écrit: j'appuie entièrement le projet de charte de la laïcité, justement parce que la neutralité de l'État doit s'incarner de façon sensible par la tenue neutre de ses employés. Je ne vois pas une telle mesure comme islamophobe. L'État laïque n'empêche personne de pratiquer sa religion. Pourquoi leur religion empêcherait-elle certaines musulmanes de travailler pour l'État? J'aimerais peut-être avoir la réaction de Frédéric Bérard là-dessus. Écoutez, la question, c'est que si on part de la prémisse que toute femme musulmane porte son voile de manière obligatoire et oppressive, c'est une chose. Et c'est ce qu'on essaie de nous envoyer comme message. Moi, ce que j'ai compris, quand vous êtes un spécialiste de la question, c'est qu'il y a plusieurs femmes musulmanes qui portent le voile par choix. Et ce choix-là est protégé par les chartes des droits. Et qui sommes-nous pour obliger ces dames à retirer leur voile? Et j'ai l'impression qu'on casse du sucre sur leur dos, parce qu'évidemment, d'un point de vue électoraliste, c'est rentable. Et l'autre chose qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que l'État québécois est déjà laïque. Les institutions québécoises sont laïques, sauf peut-être le crucifix à l'Assemblée nationale. Mais pour le reste, est-ce que la laïcité doit passer par chacun des individus? Est-ce que la laïcité doit passer par le code vestimentaire de chacun des individus qui forment cette société? Je crois pas. Mais ne fallait-il pas, M. Bérard, encadrer, et ça, j'ai l'impression que tous les partis font consensus là-dessus, il fallait encadrer les demandes d'accommodement. Oui, mais ça, c'est autre chose. Le port des signes ostentatoires, c'en est une. Et la question des demandes d'accommodement raisonnable, ça, il fallait faire. Une autre. Oui, peut-être qu'il fallait le faire. En fait, probablement qu'il fallait le faire, mais encore faudrait-il se baser sur des chiffres, sur des faits. Vous voyez, au ministère des Transports, 5 millions de demandes de permis de renouvellement l'an dernier. Là-dessus, combien de demandes d'accommodement raisonnable? 5. Vous voyez, c'est quand même excessivement minime, et j'ai l'impression qu'on a monté tout ça en épingle, un peu comme l'avait fait la DQ, si on se souvient, avec l'histoire d'Hérouville en 2007. Et pour le reste, si on voulait
gérer la question des accommodements raisonnables, et je suis pas contre, mais qu'on le fasse de manière intelligente, de manière posée, rationnelle, non en retirant des droits, mais en discutant de la question basée sur des statistiques. Le ministre Drainville dit, j'ai aucune statistique, c'est pas scientifique mon affaire, j'ai reçu des courriels de Joe X et YZ, donc voilà, il y a un malaise au Québec face aux accommodements raisonnables. Je dis, c'est pas très sérieux dans une démocratie qui est basée sur un état de droit. Je pense qu'il faut agir de manière beaucoup plus rationnelle que ça. On a discuté à peu près pendant 5 ans du virage à droite au Québec, en commission parlementaire notamment. Est-ce qu'on peut pas faire la même chose lorsqu'il est question de retirer des droits fondamentaux à des individus? Je pense que oui. Alors, allons à nos appels au 670-9071. D'abord, Marlène Bolduc. Bonjour, Madame Bolduc. Oui, bonjour, Monsieur Savard. On vous écoute. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui, bon. Écoutez, moi, c'est une question qui n'a pas nécessairement rapport avec la charte, là. Mais ici, beaucoup de gens perçoivent le voile comme un signe d'aliénation, je crois, de la femme. J'aimerais savoir, dans la religion musulmane, quelle est la symbolique du voile? Je l'ai jamais entendu sur aucun débat. Ben, je ne sais pas si je peux me permettre, Madame Saïd. Moi, ce que je dis par rapport à ça, c'est nous voulons un État laïque pour que chacun fait l'interprétation de sa religion comme il veut, donc du respect de la loi. Donc, si vous voulez, Madame Bolduc, avoir l'interprétation du voile dans la symbolique, il faut parler avec des femmes qui le portent. Et moi, ce que je dis, donc il est recommandé à la femme de le porter. Il ne faut pas oublier que la recommandé à la femme de porter tout quoi? à fait. Donc, selon la religion musulmane. Si elle souhaite le porter, qu'elle le porte. Si elle ne le souhaite pas, elle ne le porte pas. En Arabie Saoudite, on impose à la femme de le faire. Et là, moi, je demande à Mme Benhabib, je lui ai dit, on peut aller ensemble pour les libérer, ces femmes-là, et pour le permis. Mais ici, c'est une autre affaire. Vous, madame, je ne me souviens pas de votre nom, là. Saïd, Madame Saïd. D'après vous, quelle est la symbolique de ce voile? C'est une pratique religieuse, madame, et une femme, en fait, qui veut, en fait, se rapprocher un peu, parce que c'est la religion de la majorité, ici, dit-on, un peu comme le crucifix. C'est symbolique. Je ne peux pas faire le parallèle, mais c'est une pratique religieuse. Qu'est-ce que ça représente? Je veux dire, de se couvrir les cheveux, il doit y avoir un lien avec... Il faut se rappeler que la Vierge Marie aussi, elle couvrait les cheveux, donc l'islam, ça vient une continuité de la chrétienté. Donc, je pense qu'il faudra peut-être refaire une émission. De l'époque, le voile était porté chez les femmes, mais... Madame Bolduc, merci beaucoup de votre appel. Je comprends l'intervention, mais ça va peut-être sur un autre sujet, ça. Mathilde Jutras est en ligne. Bonjour, Madame Jutras. Bonjour. On vous écoute. Alors, au début, quand j'ai entendu parler du projet de loi, je trouvais ça, mon Dieu, je trouvais ça épouvantable. Il me semble qu'il y avait d'autres choses à s'occuper présentement au Québec, d'autres problèmes. Mais finalement, à force d'écouter les débats, au début, j'étais contre, mais maintenant, je suis tout à fait pour. Et qu'est-ce qui a changé? Et très radical. Et je vais vous dire, moi, je pense, et je suis pas toute seule à le penser, mais je vais le dire, même si ça peut avoir l'air de naïf. Moi, j'ai vraiment peur de la montée de l'islamisme dans le monde, n'importe où, partout. Ici, au Québec? Ici, on est plus tolérant qu'ailleurs, alors on va se faire peut-être avoir plus qu'ailleurs. Et je crois que les femmes qui portent le voile, celles qui l'ont, là, je pense qu'elles ne le savent pas. Elles sont des porte-étendards parce que si vous remarquez, c'est toujours des femmes musulmanes qui viennent nous parler, comme ce midi à la radio. C'est jamais les hommes qui viennent nous expliquer. Nous avons, Madame Jutras, je dois préciser cependant que la dernière fois que nous avons fait une émission sur la charte, c'était Monsieur Rachid Rafa qui était là pour nous parler. Merci beaucoup, Madame Jutras. Oui, merci, Madame Jutras. Il reste 30 secondes à peine. Juste en quelques secondes, peut-être réaction sur ce que Madame Jutras vient de dire sur la montée islamiste. C'est ça, il faut se parler et se côtoyer et dire aussi, moi je souhaite préciser une chose, c'est que dans tous les pays arabo-musulmans, aucun pays ne pratique l'islam tel qu'elle est en fait fidèle, en fait seulement à peu près, même en Arabie Saoudite, ce n'est pas l'islam qui est pratiqué, c'est la dictature qui est pratiquée. Donc avoir peur de l'islamisation, effectivement, ça faire la différence. Monsieur Bérard, en quelques secondes. Madame nous dit que le Québec est beaucoup plus tolérant qu'ailleurs, mais je dirais que ce sera le seul endroit en Amérique du Nord où quelqu'un pourra perdre son emploi pour une cause vestimentaire. Monsieur Bérard, merci beaucoup de votre participation à Québec 1230 aujourd'hui. Frédéric Bérard est co-rédacteur du Manifeste pour un Québec inclusif et Khadija Saïd, citoyenne de Québec. Merci de votre participation. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir. Merci de votre participation. Je vous en prie, merci à vous.